de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Votre émission hebdomadaire revient après quelques semaines de pause et ce dimanche, c'est pour accueillir Monsieur Mamadou Mout Bane. Il est journaliste, écrivain et chercheur en questions sécuritaires, mais aussi il est le directeur de publication du quotidien Dakar Times. Bonjour et bienvenue à vous, Monsieur Bane. Ndeye Fatou, bonjour. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour cette invitation, mais également remercier tous les téléspectateurs de Walfadjri et surtout témoigner du travail formidable que vous êtes en train de faire à travers cette émission. Merci. Mais manifester mon impression pour l'investissement qui est en train d'être fait dans la maison, parce que j'ai remarqué quand même que les choses sont en train de bouger. Oui. Au niveau de Walfadjri, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en avance sur le président en ce qui concerne l'émergence. Et félicitations. Oui. L'émergence donc est une réalité dans le groupe ou bien au sein du groupe Walfadjri. Vraiment, j'invite les Sénégalais, surtout les téléspectateurs de Walfadjri, à venir visiter. Quand même, les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau d'opinion. Très rapidement, Mamadou Mout Bane, vous faites partie de la 5e génération des volontaires de l'éducation nationale avant de démissionner pour embrasser le métier de journaliste après votre passage au Centre international d'enseignement à distance de Rouen en France. Journaliste chercheur spécialisé en questions de sécurité et terrorisme, vous venez de publier un ouvrage intitulé un crime organisé dans le Sahel après un master d'études en diplomatie au CEDS de Dakar. Présentement, vous êtes le directeur de publication du quotidien Dakar Times. Est-ce suffisant pour vous introduire? Tout à fait. Les Fatou, vous avez tout dit. Effectivement, la plupart des Sénégalais ne sont pas au courant de mon passage dans le secteur de l'éducation. J'étais enseignant. Ouais. Donc je fais partie de la 5e génération des volontaires de l'éducation nationale. Après, je suis devenu maître contractuel avant de démissionner parce que j'ai toujours aimé écrire. Bon, donc c'était quand j'étais encore élève. Donc c'est ce qui m'a poussé à entrer dans la profession de journaliste. Effectivement, par la suite, après l'obtention de mon diplôme en journalisme au Centre international d'enseignement à distance, parce que je le faisais en même temps. J'étais également enseignant. Après, quand j'ai eu mon diplôme, je suis parti au Maroc pour faire mon stage au Maghreb par la presse. C'est l'agence de presse qui regroupe les pays de l'Afrique du Nord. C'est basé à Rabat au Maroc, mais l'agence couvre également la Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie et les pays qui sont au niveau du Moyen-Orient. Donc c'est une très grande agence qui appartient au Royaume du Maroc. Oui. C'est le roi qui m'avait offert la bourse d'études. Ah oui, le roi Mohamed VI. Mohamed VI. Oui. Merci pour ces éclaircissements. Alors, entre le journaliste et l'écrivain, il y a un lien, à savoir la plume. N'empêche, d'où vient le déclic? Vous savez, moi, quand j'étais déjà enseignant, oui, j'ai toujours aimé lire le journal Walfadjri parce que il y a une rubrique opinion, contribution. J'écrivais à l'époque des contributions et je les signais sous le nom de Modou Fall. Je venais à Walfadjri à Sacré-Cœur. C'est là que j'ai connu, je trouvais Alassane Samba Diop. C'est là où je trouvais également les Papis Diaw, les Maïmouna Ndir. Donc j'étais un fan de Walfadjri. Et quand je suis devenu même enseignant, j'étais dans la brousse dans un village qui s'appelle Afie Tchamen, dans le département de Nioro. Donc de là-bas, je suivais les émissions de Walfadjri Black Label. Et c'était en 1989 que je suis entré dans l'enseignement. Déjà en 2000, il y avait l'alternance. Pour tous, la jeunesse sénégalaise, on suivait Walfadjri, qui a fortement vraiment participé au renforcement de la démocratie au Sénégal. Donc comme ça, j'étais à partir de là-bas également correspondant du journal Le Messager et Le Soleil. Ouais. Donc au niveau de Walfadjri. Au niveau du département de Nioro. De Nioro, oui, en tant qu'enseignant. Et certes, entre le journaliste et l'écrivain, comme je disais tantôt, oui, il y a la plume comme lien, mais qu'est-ce qui a causé ce déclic, cet amour pour l'écriture? Qu'est-ce qui l'a fait naître? Déjà, moi, j'aime lire. J'aime lire et la lecture, c'est quelque chose qui m'accompagne dans mes journées. Donc, et en général, les gens qui aiment la lecture aiment écrire.
Donc moi souvent j'écris, donc ça c'est mon premier ouvrage. Déjà je suis en train de travailler sur un autre ouvrage qui sera axé sur le procès Imam Ndao. Donc quand j'étais également élève, j'avais choisi de faire la série L. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'amour de l'écriture. De l'écriture. Quelles sont les raisons qui ont amené la rédaction de votre ouvrage intitulé, je cite, Le crime organisé dans le Sahel, l'utilisation du numérique et les politiques de prévention? Merci Ndeye Fatou. Vous savez, moi quand même, quand j'ai fait mes recherches, quand je me suis inscrit au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar pour faire mon master, quand même, j'ai fait une analyse de la situation du Sahel. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué déjà en 1989, lorsqu'il y a eu la guerre en Afghanistan, il y avait beaucoup de jeunes arabes qui sont venus participer à la guerre pour soutenir l'Afghanistan. C'était la guerre entre l'Afghanistan et la Russie. Là-bas, les Arabes ont remporté la victoire face à la Russie. Après, les jeunes Algériens, Égyptiens, Tunisiens, Marocains et Saoudiens qui étaient partis soutenir l'Afghanistan se sont dit pourquoi pas, si nous, en tant que jeunes musulmans, nous avons réussi à battre une puissance comme la Russie, nous pouvons copier ce modèle-là pour l'imposer au niveau de nos États respectifs. Parce que c'était un régime islamique, de l'État islamique. Les jeunes qui sont rentrés de l'Afghanistan pour venir, les jeunes algériens, ils sont venus créer un parti qui s'appelle le Front islamique du Salut, le FIS. Lorsqu'en 2012, le FIS a gagné les élections législatives, les puissances occidentales, on se sont dit, mais écoutez, si ce modèle-là est multiplié en Afrique du Nord, dans les pays arabes et au Moyen-Orient, ça risque de faire tache d'huile sur le reste de l'Afrique. Ils n'ont pas voulu que le FIS prenne le pouvoir. Il y a eu une guerre civile en 1992 en Algérie. Le FIS, qui a créé un groupe armé, le GIA, le groupe islamique armé, a perdu la bataille en Algérie et s'est replié au nord du Mali. Maintenant, c'est le groupe islamique armé qui est la branche armée du FIS qui a donné naissance au GSPC, groupe salafiste pour la prédication et le combat, toujours au nord du Mali. Le GSPC a donné naissance au mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao, qui a donné naissance à Ansardine et à Akhmi, toujours au nord Mali, et c'est là-bas qu'est né le terrorisme du Sahel, et qui a aujourd'hui des répercussions sur tout le Sahel. C'est pour vous dire, aujourd'hui, les tensions politiques à travers le monde et à travers l'Afrique, si elles sont mal gérées, les crises politiques, elles peuvent déboucher sur des conflits qui peuvent demain nous dépasser. Si on prend l'exemple de la Casamance, c'était un problème politique qui s'est transformé en conflit armé. Nous avons connu les mêmes problèmes au nord Mali, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons connu les mêmes problèmes en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau. Nous avons connu également les mêmes problèmes au Tchad, parce que le Tchad a connu plusieurs coups d'État. Au Nigeria, il y a le groupe Boko Haram qui est en train de faire des exactions au Nigeria, au Niger et quelque part, et même aux alentours du lac Tchad, au niveau des frontières que le Nigeria partage avec le Tchad, et avec des glissements vers le Cameroun. Nous avons connu également des mouvements. Récemment, vous avez appris ce qui s'est passé au Bénin, parce que ce sont des terroristes qui ont enlevé des touristes français. On a connu les mêmes problèmes au Burkina Faso avec des attaques terroristes lorsque Blaise Compaoré est tombé. La Côte d'Ivoire souffre également du terrorisme. Si nous faisons un peu, j'ai évoqué ce que c'est les conséquences politiques au Mali, de l'Algérie sur le Sahel, mais également si nous faisons un glissement vers le Soudan, nous avons connu la guerre, le conflit du Darfour avec Omar Ben Bachir qui chaque fois utilisait les Janjaouites qui sont des milices armées pour sous-traiter la violence au niveau de ce pays. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que les crises politiques que nous vivons, que nous avons vécues dans le passé, dans le Sahel, ont donné la place à des groupes criminels qui s'activent dans la violence armée, qui s'activent dans le conflit, dans le trafic de drogue, parce qu'il y a un lien entre les trafiquants de drogue et les groupes terroristes. Donc il y a des activités illicites dans ces conflits. C'est ça. En fait, c'est ce qui a créé des conflits. C'est pourquoi nous avons parlé de crimes organisés. Vous savez, les crimes, le terrorisme, c'est une forme de crime organisé, le trafic de drogue,
le trafic d'êtres humains, la prostitution, même les crimes liés à l'utilisation du numérique. Donc, si vous voyez, si on revient sur le crime organisé qui touche le trafic de drogue, la drogue qui part de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, passe par la Guinée-Bissau. Parce que la Guinée-Bissau, c'est un État fragile, les institutions sont extrêmement fragiles. Actuellement, les responsables politiques sont en train de gérer la transition. Il y a une instabilité institutionnelle. Institutionnelle, oui. due parce que les cartels de la drogue avaient infiltré à un moment donné les partis politiques. Ça parce que on se rappelle de l'assassinat de Ndak Menawai et de Nino Vieira. C'est parce que chaque président, chaque autorité avait le soutien d'un groupe qui s'activait dans le trafic de drogue. Maintenant, la drogue du moins qui passe par la Guinée-Bissau transite une partie par la Casamance et atterrit au niveau du Nord Mali. Parce que c'est des couloirs qui sont contrôlés par des groupes criminels, soit c'est des bandes armées. N'empêche, la Guinée-Bissau et le Sénégal ne sont pas touchés par le terrorisme. Non, en fait, ces deux pays ne sont pas encore touchés par le terrorisme. Mais même s'il n'y a pas de terrorisme, il y a des groupes armés comme le MFDC qui s'activent dans la rébellion, qui sont dans la criminalité organisée. Il y a le MFDC, il y a le Nord Mali, j'y reviens, mais également il y a le trafic, il y a les trafics liés à l'armement. Vous savez que lorsque Kadhafi est tombé en 2010, les Nations Unies ont perdu la trace de 10 000 munitions et plus de 30 000 tonnes d'armes se sont éparpillés de la Libye vers d'autres pays africains. Notamment, on a trouvé les traces de ces armes en Côte d'Ivoire, on a trouvé les traces de ces armes en Centrafrique, lorsqu'il y avait eu le conflit entre les Séléka et les Séléka et les Antibalaka, à la suite de la chute de Bozizé remplacé par Michel Djotodia. C'est pour vous dire que si aujourd'hui, en plus, on peut, sans l'oublier, on peut parler également du crime organisé lié au trafic d'êtres humains. On a vu dans le rapport international de l'Organisation internationale de la migration qui a tracé la voie qu'empruntent les migrants. Certains quittent le Sénégal, en tout cas les pays au sud du Sahara, pour passer par l'Algérie et entrer dans la Libye, en Libye. Cela nous amène peut-être au fléau des enlèvements d'enfants, notés un peu partout à travers la sous-région. Mais c'est vrai, ça dit qu'en fait, le trafic d'êtres humains a plusieurs visages. Il y a le trafic des êtres humains, il y a le trafic d'organes, mais également la migration fait partie des types de trafic d'êtres humains qui sont complètes, qui intègrent carrément le fléau des crimes organisés. La Libye. Via la Libye, parce que lorsque Kadhafi est tombé, la Libye avait deux États, deux groupes. Il y a le groupe de Sarraj et le groupe de Haftar, qui chacun dirige un gouvernement avec des groupes criminels armés qui contrôlent des couloirs qui permettent aux trafiquants d'êtres humains, de migrants, de passer par ces voies-là pour pouvoir accéder en Europe. C'est pourquoi l'Union européenne, à travers le président Macron, avait organisé une conférence, un sommet à l'Élysée, pour essayer de trouver des stratégies et des moyens pour bloquer la progression des jeunes, en tout cas la migration des jeunes de l'Afrique vers l'Europe. Et beaucoup de moyens ont été, beaucoup d'argent a été financé à ces États, le Tchad et le Niger, pour empêcher aux jeunes de traverser la Libye, parce qu'à cette époque-là, la Libye n'est pas d'État, et lorsqu'il n'y a pas d'État, c'est la voie ouverte à toutes les formes de crimes. Oui, là, on a les motivations qui ont amené à l'écriture même de cet ouvrage. Mais il y a le G5 du Sahel qui est mis sur pied pour prévenir et lutter contre le terrorisme, n'est-ce pas? Oui, vous savez, le G5 a d'énormes problèmes. D'abord, le G5 est né des pays du champ. Les pays du champ, ce sont les pays qui, de manière traditionnelle et à tout le temps, ont souffert des attaques terroristes. C'est la Mauritanie, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso récemment, c'est également le Tchad. Mais on n'a pas compris pourquoi les pays du G5 Sahel, quand ils ont mis, ces 5 pays-là, quand ils ont voulu mettre en place cette structure-là, ont mis de côté l'Algérie, qui a plusieurs fois et depuis très longtemps dirigé le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Algérie fait partie du Sahel et l'Algérie est le berceau du terrorisme armé dans le Sahel. Le Sénégal, qui a envoyé des hommes au Mali pour soutenir ce pays frère-là, a été exclu du G5. Donc, depuis le départ, le G5 a été même une source de conflit diplomatique entre les pays
qui sont entre les pays fondateurs et les pays qui sont exclus. Et aujourd'hui, malgré le G5 Sahel, malgré le plan Barkhane, l'opération Barkhane lancée par la France, les pays du Sahel, de manière générale, continuent de souffrir de ces attaques terroristes. Parce que le G5 Sahel n'a pas les moyens et les pays les plus pauvres pratiquement de l'Afrique sont membres du G5 Sahel. Parce qu'on voit par rapport à leur croissance, à leur croissance économique et à leur niveau de vie et à leur PIB. Donc c'est pour vous dire que le G5 Sahel ne peut pas réussir. Parce mais la France parraine le G5. La France parraine le G5, mais récemment on a suivi la sortie des États-Unis, l'administration Obama, qui se démarque totalement du G5 Sahel, parce que Obama ne veut pas financer le G5 Sahel, contrairement à la France qui est en train de chercher des financements pour le G5 Sahel. Et mais pourquoi la France s'intéresse autant au G5 Sahel? Pourquoi la France parraine le G5 Sahel? Tout simplement, c'est pour des intérêts stratégiques, parce qu'on sait qu'au niveau du Mali, au niveau du Niger, il y a la société Areva qui finance en uranium et qui vraiment permet à la France de développer ses centrales nucléaires et d'avoir assez de ressources pour pouvoir s'occuper pour pouvoir réussir sa politique énergétique. C'est pourquoi la France défend le G5 Sahel, parce que la France a beaucoup d'intérêt dans le Sahel, la France a beaucoup d'intérêt dans ces pays individuellement pris, parce que en plus ce sont d'anciennes colonies françaises. C'est pourquoi la France s'intéresse au G5 Sahel, c'est pourquoi la France soutient le G5 Sahel. Mais on a des problèmes, ces pays ont des problèmes de moyens. Et ce qui me fait rire, c'est que si vous vous intéressez un peu au G5 Sahel, ils sont en train de même mettre en place un projet de chemin de fer et une compagnie aérienne appelée Air Sahel. En fait, on ne peut pas souffrir de manque de moyens pour faire face à ces exactions. À chaque mois, un des pays du G5 Sahel souffre d'actes terroristes et on ne peut pas, dans ces conditions-là, se permettre de chercher d'autres ressources pour financer des projets qui n'auront pas de chance d'aboutir. Oui, justement, dans le livre, vous revenez sur les nouvelles menaces qui gangrènent les pays du Sahel. Brièvement, ce sont lesquelles, ces nouvelles menaces? Vous savez, c'est d'abord l'instabilité politique. Tous ces pays du Sahel, depuis le Sénégal jusqu'à la Somalie, oui, ce sont des pays individuellement pris qui ont eu à connaître des instabilités politiques, des coups d'État, à l'exception du Sénégal, même s'il y avait une tentative de coup d'État en 1962. Donc, c'est d'abord le premier problème que nous avons, parce oui, que on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler d'émergence s'il n'y a pas de sécurité et de stabilité. Les acteurs politiques doivent souvent se concerter pour essayer de plonger nos pays dans des conflits politiques qui peuvent demain déboucher sur autre chose. D'autres vulnérabilités, et je l'ai développé dans l'ouvrage, ce sont les vulnérabilités liées au numérique. L'Internet est un monde, tout se passe aujourd'hui sur Internet. Oui. Et je me suis dit que pourquoi pas nous ne devons pas lancer un appel à l'égard des autorités, parce que imaginez les acteurs criminels qui ont eu un jour à atteindre le serveur de Obamacare, c'est le site du président Obama qu'il avait créé pour son projet de santé publique aux États-Unis. Ils ont attaqué le site et ils l'ont réussi. Un jour, des groupes criminels, toujours dans le secteur du numérique, ont eu à attaquer le serveur de TV5 Afrique. Imaginez que ces mêmes groupes terroristes demain s'attaquent au serveur de la SAR au Sénégal, ou bien s'attaquent au serveur de la Sénélec, ou comme l'avait dit lors du lancement de mon livre M. Beidi, imaginez que ces groupes terroristes arrivent à bloquer les salaires des enseignants au Sénégal. Mais ce serait catastrophique. Ça allait entraîner des mouvements sociaux, des soulèvements populaires, et la chute du régime pourrait en découler. C'est pourquoi j'ai voulu sensibiliser les autorités pour qu'on mette en place au moins une agence chargée de la sécurité des structures vitales de l'État sur le plan informatique. Parce qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, oui, tout est informatisé. Si on ne prend pas les devants, oui, demain le Sénégal peut être victime d'une attaque terroriste
cybercriminel qui pourrait avoir des conséquences sociales énormes. Oui. Mais par rapport à l'utilisation du numérique, ne pensez-vous pas que l'endoctrinement est la chose la plus redoutable qui s'y produit? Tout à fait. Vous savez, aux États-Unis et même en France, dans les pays développés de manière générale, ils ont créé ce qu'on appelle une quatrième armée, des soldats numériques. Nous avons connu l'armée, nous avons une armée de terre, une armée de mer et une armée de l'air. Mais il nous faut une quatrième armée qu'on appelle une armée numérique. C'est des soldats qui sont là formés, qui ont des capacités de mener la contre-offensive contre ces groupes-là. L'endoctrinement, oui, c'est quand même un phénomène très redoutable, surtout en France, parce qu'on a remarqué en France beaucoup de jeunes terroristes qui ont quitté la France pour se rendre en Syrie ou en Irak. Ils ont été endoctrinés à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Omar Diaby, sur qui les médias français ont eu à faire beaucoup de reportages, il utilisait l'Internet pour convaincre les jeunes niçois à le rejoindre, et c'est comme ça qu'il les amenait en Syrie. Donc cela pose encore le problème du contrôle de notre espace numérique, du contrôle de notre intimité numérique, pour reprendre le professeur Latif Haïdara. Comment le faire? Cela ne peut se faire qu'à travers l'éducation. Il faudrait que nos gouvernants investissent beaucoup dans l'éducation pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'Internet et essayer de contrecarrer les discours des groupes djihadistes. Les groupes djihadistes, les groupes terroristes, j'aime pas toujours faire la confusion parce qu'il y a trop d'amalgame entre terroristes et djihadistes, c'est pas la même chose. Les groupes terroristes utilisent des hadiths, utilisent des concepts religieux qu'ils manipulent pour essayer de convaincre les jeunes à les suivre, et ils utilisent Internet. Tout le monde a accès à Internet, mais il faudrait qu'au niveau de nos États, il faudrait qu'au niveau de nos familles, et il faudrait que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et qu'on essaie de mettre en place des stratégies pour créer des filtres entre les jeunes, la jeunesse de manière générale, et ces groupes terroristes qui les séduisent à travers Internet. Sous ce registre, c'est quoi le fond de la problématique liée au crime organisé dans le Sahel? Mais en fait, le fond, c'est quoi? C'est que ça crée un parallélisme entre nos États, parce que nos États, c'est ce qui est formel, c'est ce que nous connaissons. Il y a des États, et les États développent une politique publique sur le plan économique. Nous avons, dans le secteur de l'éducation nationale, de la santé, de l'économie, de l'agriculture et autres, nous avons un système financier qui passe par des institutions financières comme les banques. De l'autre côté, qui produit une économie licite, mais de l'autre côté, il y a une économie noire développée par les groupes criminels qui utilisent les mêmes moyens que les États, avec des complices au sein même des États, pour développer cette économie noire, parallèle, souterraine, qui concurrence notre économie et qui risque d'avoir des conséquences néfastes sur même les politiques publiques de manière générale. Au Sénégal, en 2010, il y a un rapport d'un expert qui a été consulté, qui a été recruté par l'ONUDC, qui a dit que le montant qui touche le blanchiment d'argent au Sénégal est estimé à 250 milliards de francs CFA, rien que pour l'année 2010. C'est énorme, 250 milliards. Et injecté dans le système économique sénégalais et qui n'est pas passé par les banques, c'est énorme. Dans ce cas, à quoi sert le GIABA? Mais en fait, le GIABA fait des efforts, beaucoup d'efforts. Mais en fait, les groupes criminels, ils utilisent des moyens qui échappent au contrôle des GIABA ou de la CENTIF. Et c'est ça, parce qu'à chaque fois, dès que les États mettent en place une stratégie, ils réfléchissent également pour essayer pour contrecarrer les stratégies mises en place par les États. Oui. Quelles raisons politiques pouvez-vous évoquer par rapport à l'émergence des cartels criminels? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté, parce que si vous allez en Europe, le développement du crime organisé, ce n'est pas le même qu'en Afrique ou au Sénégal. L'Europe a des types de crimes organisés qui est propre aux pays européens. Nos crimes sont surtout liés à la pauvreté. Si vous voyez une femme qui utilise Internet pour faire de la cyberprostitution, si vous voyez un jeune, parce que
un jeune qui n'a pas de travail, qui occupe les réseaux sociaux pour enregistrer, avoir des images pour exercer une forme de chantage sur une personne pour lui soutirer de l'argent. Si vous voyez des jeunes qui créent des profils sur Facebook pour séduire des gens, pour leur dire que, pour se présenter comme un milliardaire ou un millionnaire, parce que j'ai vu une femme qui est victime de ça. Oui. Elle a été approchée par une personne qui s'est présentée comme Henri Dangote. Et c'était pour lui soutirer de l'argent. Milliardaire nigérien. Oui, bon, le monsieur a utilisé les photos de Dangote, lui a envoyé des messages, et le monsieur s'est dit, il était, je pense, au Bénin, il avait un représentant au Gabon, il a des représentants au Nigeria, c'est un groupe. Et la personne, c'est un réseau. Et la personne, à chaque fois, une fois, il lui a dit, écoute, c'est une dame, moi, je voudrais vous épouser et je voudrais vous envoyer une voiture. La voiture doit quitter le port de Libreville pour venir à Dakar. Et quelque temps après, un monsieur l'a appelé depuis Libreville pour lui dire, oui, que M. Henri Dangote nous m'a envoyé, donc on voudrait tes formalités pour vous envoyer la voiture. Et ils lui ont envoyé les photos de la voiture, une voiture neuve, et au fin de leur toujours au terme de leur stratagème, ils lui demandent de l'argent. Si vous pouvez envoyer 100 000 ou 200 000 ou 300 000 pour essayer de boucler les formalités de douanières et pour qu'on puisse laisser vous envoyer ça finit par l'arnaque. Ça finit toujours. Donc, c'est en fait tout le fondement de tout ça, c'est la pauvreté. C'est difficile, on ne peut pas éradiquer la pauvreté à 100%. Mais ce qui est possible de faire, c'est surtout au niveau de nos États qu'on essaie surtout de lutter contre la corruption. Parce que la corruption engendre la pauvreté, la corruption engendre la pauvreté, et si on réussit à combattre la corruption, à avoir assez de moyens pour essayer de développer des politiques publiques pour les jeunes, de l'emploi pour les jeunes, d'essayer d'aider les femmes autant pour moi, on pourra quand même mettre un terme ou freiner le phénomène des crimes organisés dans nos États. Dans nos États. À propos, à quel niveau de responsabilité historique les pays occidentaux ont dans cette non, mais en fait, vous savez, si on revient un peu sur la conférence de Berlin de 1885, lorsque les pays occidentaux se partageaient l'Afrique, ils n'avaient pas tenu compte en fait des réalités politiques et sociales en Afrique. Oui. Le partage de l'Afrique a engendré des frustrations d'ordre culturel. Je vous donne l'exemple. Il y a une communauté touareg qui est partagée entre le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad et même le Soudan. Cette communauté vivait ensemble en harmonie avant la conférence de Berlin. On avait nos empires, l'empire Songhai, on avait l'empire du Massina, on avait l'empire du Mali, l'empire du Ghana, c'était avant. Maintenant, lorsqu'ils sont venus, qu'ils se sont partagés l'Afrique, ces communautés ont été divisées, disloquées, oui. Et maintenant tu vois des Touaregs maliens, des Touaregs tchadiens, des Touaregs libyens, des Touaregs qui ne se sentent pas maliens, des Touaregs libyens qui ne se sentent pas libyens. C'est pourquoi nous connaissons aujourd'hui au Mali le conflit pour la libération de l'Azawad. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas des Maliens, ce sont des Touaregs qui appartiennent à l'Azawad. L'origine de ce conflit, c'est la conférence de Berlin, c'est le partage de l'Afrique, parce que les Occidentaux n'ont pas tenu compte de ces réalités culturelles. Et nous connaissons les mêmes conflits, ces mêmes problèmes un peu partout en Afrique. Et ces conflits, lorsque ces groupes ne se reconnaissent pas comme étant des Maliens, si nous prenons le cas de Mali, ça les pousse à utiliser des armes et à réclamer leur indépendance. Oui. On peut en parler autant au niveau du sud du pays, au Sénégal, on peut en parler autant au niveau du Soudan. Malheureusement, le Soudan a été divisé en deux États, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. En fait, les Européens nous ont fait trop de tort. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de vivre les conséquences de et quel est le lien avec les groupes armés terroristes? Mais écoutez, les Européens, lorsqu'ils ont fait la conférence de Berlin et ils ont partagé l'Afrique, oui. Les communautés qui ne sont pas d'accord, par exemple, les Touaregs qui ne sont pas d'accord d'être des Maliens, mais ils cherchent des armes
et s'activent pour essayer d'avoir leur indépendance. Et lorsqu'ils ont une portion de territoire, ils se permettent de développer n'importe quel trafic au niveau des territoires qu'ils occupent. C'est pourquoi c'est le cas également au sud du Sénégal, c'est le cas également un peu partout. C'est pourquoi j'ai toujours dit que les États doivent essayer de développer ce que j'ai appelé la territorialisation. La territorialisation, ça permet aux États, à la puissance publique, d'être présente partout. Si je prends le cas de la Casamance, le MFDC ne doit pas avoir de bastion en Casamance. Au Nord Mali, le pouvoir malien ne doit pas permettre aux groupes terroristes d'avoir des bastions. Si maintenant on développe une territorialisation, ça permet à la puissance publique d'occuper toutes ces zones de non-droit qui permettent à ces groupes terroristes et à groupes criminels d'avoir des sites. Oui. Par rapport aux politiques de prévention, M. Mamadou Moutbane, ces questions sécuritaires ne représentent-elles pas des gouffres à milliards et qu'il y ait même des détournements d'objectifs? Mais bien sûr, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, la corruption coûte beaucoup de milliards aux pays africains. Au Sénégal, le pouvoir en place a essayé de lutter contre la corruption, mais malheureusement, une stratégie de lutte contre la corruption, lorsqu'elle est politisée, ses objectifs seront toujours d'être dévoyés. Les politiques de prévention, ce ne sont pas seulement c'est pas seulement en fait l'aspect financier qui est important, mais j'ai surtout développé, et c'est important, l'aspect éducatif et la sensibilisation des masses. C'est très important. Effectivement, une politique publique ne peut pas connaître, ne peut pas réussir, surtout lorsqu'on n'a pas assez de moyens, d'où l'importance pour nos États de faire des efforts dans la gestion de nos maigres ressources, de faire des efforts dans la gestion du peu que nous avons, parce que le Sénégal connaît beaucoup de difficultés. Les pays africains de Méditerranée connaissent beaucoup de difficultés. C'est parce que la corruption a atteint un niveau vraiment très préoccupant. C'est pourquoi on a toujours des problèmes pour ce qui concerne en tout cas la mise en place de ces politiques-là. Et pourtant, on a des prix indice Mo Ibrahim même au Sénégal. Non, moi, vous savez, moi, les problèmes, les structures, les prix Mo Ibrahim, moi, je n'y crois pas, franchement, parce que ça ne repose sur rien du tout. On décerne des prix à des États, on décerne des prix à des ministres, mais au final, si nous allons dans les villages, auprès des populations, la réussite d'une politique, ça ne se mesure pas avec les distinctions des prix qu'on donne à des autorités ou à des États, mais ça se mesure au niveau des, avec le niveau de vie des populations qui sont destinataires de ces politiques-là. Oui. Comme l'appétit vient en mangeant, les lecteurs peuvent se permettre d'attendre un nouvel ouvrage écrit par Mamadou Moutbane. D'ailleurs, vous l'avez souligné tantôt avec le procès de l'imam Alioune Badara Ndao. En résumé, que vous inspire ce procès inédit, même dans l'histoire judiciaire du Sénégal? Ouais, bien sûr, merci Ndefate pour cette question. Vous savez, moi j'ai suivi le procès Imam Ndao. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à certains documents par rapport à la procédure, depuis les enquêtes préliminaires jusqu'à l'instruction. Mais j'ai remarqué beaucoup d'amalgames. D'abord sur les concepts entre terrorisme et djihadisme. Tous les terroristes ne sont pas des djihadistes. Et tous les djihadistes ne sont pas des terroristes. Et même si vous avez lu le réquisitoire du procureur, des fois, il faisait une amalgame entre le terrorisme et le djihadisme. J'ai tenu quand même à relever cela. J'ai tenu également à montrer à l'opinion, à travers cet ouvrage-là que je vais sortir, que le terrorisme, ce n'est pas une affaire de religion. Parce que le MFDC, on peut le considérer comme un mouvement terroriste, mais qui a des revendications politiques. Il y a des mouvements terroristes qui s'appuient sur la religion pour développer une stratégie. Mais les mouvements terroristes, le terrorisme n'est pas uniquement et spécialement et exclusivement rattaché, on ne peut pas le faire, rattaché à l'islam. Il faudrait que les gens surtout les juges, qu'ils fassent ce détachement-là entre l'islam et le terrorisme. Qu'ils fassent le discernement. Le discernement. Autre chose, c'est que
la chambre chargée de traiter ces questions de terrorisme-là, les juges et les procureurs doivent faire une formation religieuse. Parce qu'il y a des concepts qui sont difficilement manipulables, compréhensibles si on n'est pas spécialisé. Parce que au cours de ce procès, il y a le concept takfir qui est venu très souvent dans les discussions. Si on n'est pas initié, si on ne maîtrise pas les questions liées à l'islam, à la religion, on ne peut pas s'en sortir. Donc, le procureur, que ce soit le procureur, les juges, en tout cas la chambre de manière générale, ils doivent s'intéresser à ces questions et ne pas seulement se limiter à ces concepts manipulés par les médias occidentaux qui pensent que l'islam égale terrorisme. Oui. Sans tambour ni trompette, on va vous prendre dans votre casquette d'analyste politique avec le démarrage dans la division du dialogue politique. Sur ce, on peut dire que le départ a été faussé, ou bien? Mais Fatou, moi, vous savez, moi quand j'analyse la politique, je voudrais surtout l'analyser dans son angle global. Mais Fatou, vous savez, depuis 1960, le Sénégal vit des problèmes. On a des problèmes politiques. On a toujours deux fronts qui s'affrontent. C'est le pouvoir, l'opposition, depuis 60 jusqu'à maintenant. Mais Fatou, il faudrait que nos hommes politiques aient le courage de s'arrêter un moment. En quoi faisant? Pour qu'on se dise, mais écoutez, pourquoi nous, la classe politique sénégalaise, ne peut pas avoir le courage d'inventer un nouveau modèle démocratique. La démocratie occidentale a atteint ses limites en Afrique. J'ai une fois écouté le président Hissène Habré, il disait à un journaliste occidental, c'est une femme, une journaliste occidentale, que l'Occident ne peut pas nous imposer la démocratie selon sa vision. Laisser les pays africains adopter la démocratie à leur rythme. Et c'est ça la vérité. De Fatou, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui à Idriss Seck et à Macky Sall de s'asseoir? S'ils ont les mêmes objectifs, l'objectif c'est de développer le Sénégal, c'est de sortir le Sénégal du Sénégal de cette situation-là. Le dialogue doit être un instrument de la démocratie. Des fois, le mot dialogue même est trop négativement chargé, mais parlons de concertation. Ils doivent se concerter. Idrissa Seck doit pouvoir aller discuter avec le président Macky sur les choses qui intéressent les Sénégalais. Le président Abdoulaye Wade, quand il a compris qu'il était soutenu par les jeunes et qu'il ne pouvait pas accéder au pouvoir tant que les jeunes de 18 ans n'auront pas le droit de voter, il est allé entrer dans le gouvernement. Donc Diouf, il a discuté, il lui a proposé de baisser l'âge de vote de 21 ans à 18 ans. Diouf a accepté, c'était dans le cadre du dialogue, il était dans le gouvernement, Diouf a accepté, les prochaines élections, il est sorti. Mais une élection, deux élections, Wade a pris le pouvoir. Mais ça, c'est de l'intelligence. Les gens, ils parlent d'intelligence économique, d'intelligence artificielle, mais il faut de l'intelligence politique pour ces acteurs-là qui veulent accéder au pouvoir. Le dialogue politique, l'opposition, a ses propres contradictions internes. Il n'y a pas une opposition au Sénégal, il y a des oppositions. Ouais. Hier, beaucoup de candidats, beaucoup d'opposants étaient au dialogue, mais il y a une partie qui n'est pas partie, qui n'a pas participé au dialogue hier. Ouais. Mais cette partie va continuer à se radicaliser et une autre partie qui était contre Macky il y a seulement 3 mois est allée rejoindre Aly Ngouille Ndiaye pour discuter. Mais le dialogue doit commencer d'abord au sein de l'opposition. Avant de dialogue opposition-pouvoir, il faut que les acteurs politiques de l'opposition tiennent un langage de vérité, qu'ils discutent entre eux, qu'ils aient une seule voix pour pouvoir maintenant aller discuter avec le président Macky. Aller discuter avec le président Macky, ce n'est pas une honte. Il faut que les gens aient un esprit de dépassement. Regardez ce qui se passe au Mali. Les acteurs politiques de l'opposition et le pouvoir se sont parlé, ils se sont mis d'accord pour la mise en place d'un gouvernement de mission. C'est très important. Un gouvernement de mission parce qu'il y a plusieurs vraiment des défis à relever au Maroc. Le défi de la pauvreté. Oui, mais il y a des urgences liées au terrorisme, à la sécurité, à la pauvreté. Nous sommes dans la même situation que le Maroc, sauf que nous ne sommes pas victimes du terrorisme. Oui. Donc, les acteurs de l'opposition doivent accepter de se parler entre eux et d'aller discuter avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall a fini il est en train de faire son second mandat, il ne va plus se présenter. S'il continue à se radicaliser et à rester dans leur coin, Macky va continuer à faire ce qu'il va faire. Il va choisir son dauphin, il va lui donner le pays et il n'y aura rien du tout. Parce que depuis 2012, tout ce que Macky a voulu faire, il l'a fait.
il n'y a rien du tout que l'opposition a voulu faire et qu'elle a réussi à faire. Quand le président Macky a dit lors d'une émission qu'il va maintenir Aly Ngouille Ndiaye au ministère de l'Intérieur, l'opposition a organisé des marches pour exiger le départ de Aly Ngouille Ndiaye. Après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté d'aller à la présidentielle avec Aly Ngouille Ndiaye. Lorsque le président Macky a sorti le parrainage, l'opposition a fait une marche contre le parrainage. Des gens ont été arrêtés lors du vote et après le vote. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont eux qui sont allés là-bas pour se bousculer devant le Conseil constitutionnel pour déposer le dossier. Ndeye Fatou, il faut que l'on soit sérieux et que l'on soit conséquent. Mais aussi, moi, je pense que la même stratégie... le président Macky leur facilite la tâche. Vous avez eu à répondre à une invitation du président Macky. C'était en 2016 ou 2017. Mais que nenni, après ces concertations. Non, mais en fait, vous savez, c'est un jeu de dupes. Il y avait des concertations, effectivement. Mais ce qui n'est pas rentable, c'est de vouloir, c'est même avant cette invitation du président Macky, l'opposition n'a jamais voulu répondre aux invitations du président. Même du temps de Wade, c'était comme ça. Wade, combien de fois il a invité l'opposition à un dialogue? Ils n'ont pas voulu. Le problème, c'est que, Ndeye Fatou, il faut qu'on ait un esprit de dépassement et qu'on mette en avant l'intérêt du Sénégal. Macky seul ne peut pas développer ce pays. Idrissa, si on l'avait élu en 2019, il ne peut pas faire du Sénégal un Dubaï en 5 ans. En 10 ans, Idrissa Seck ne peut pas développer le Sénégal si on l'avait confié le pays en 2019. Macky idem, c'est pareil pour Gakou, c'est pareil pour tous les autres candidats de l'opposition et même du pouvoir et toute la classe politique. Il faut qu'on ait maintenant un sursaut national, qu'on s'entende, Ndeye Fatou, sur quand même certaines choses, certaines en tout cas, sur certains aspects du dialogue. Le processus électoral, mais ça, on doit dépasser ce débat autour du processus électoral. On peut avoir des divergences sur comment gérer, sur les orientations politiques. Parce qu'il y a des locales qui se profilent à l'horizon. Mais c'est vrai, le problème, c'est que le président Macky doit être de bonne foi quand il invite au dialogue. Mais les opposants également doivent avoir le courage d'aller discuter avec l'opposition. Nous sommes un pays pauvre. Les conflits que nous entretenons entre nous ici au Sénégal, si c'était en France, la France en 5 ans, elle allait devenir un pays pauvre comme le Sénégal. Notre niveau de développement, notre niveau de pauvreté ne nous permet pas d'avoir des contradictions aussi profondes entre les acteurs politiques. Il faut qu'on s'arrête et qu'on souffle au nouveau départ. Il faudrait que les gens se mettent en avant l'intérêt du Sénégal. Idrissa Seck peut aller discuter avec le président Macky Sall. Le président Macky Sall peut souvent consulter les acteurs de l'opposition sur certaines décisions, sur certaines choses qui concernent le pays. Mais si chacun reste dans son coin et prie pour que l'autre échoue, le Sénégal va continuer à patauger dans la pauvreté. Dans la foulée, comment appréciez-vous la posture des absents, à savoir les libéraux et khalifistes? Non, vous savez, depuis toujours, ils sont restés cohérents. Ça, c'est depuis le départ. Ils n'ont jamais voulu participer au dialogue parce qu'ils ont mis sur la table des choses des conditions. Ils ont posé des conditions. Oui. Le président Macky Sall, à sa place, j'aurais quand même vraiment ouvrir l'ère de la détente, libérer Khalifa Sall, recevoir Maître Abdoulaye Wade au palais et faire venir Karim Wade pour que quand même qu'il termine son mandat en paix et pour décrisper même pour décrisper, c'est l'ère de la détente, pour décrisper le climat politique, mais aussi quand même vraiment, comme le disent les Wolof, quoi. Parce que on ne peut pas, lui il est jeune, il peut pas faire les mêmes erreurs que faisaient les Abdou Diouf et Abdoulaye Wade entre Senghor et Mamadou Dia. Mais Abdou Diouf et Maître Wade se retrouvaient dans des gouvernements d'union nationale. Mais on peut quand même imiter ce modèle-là. Mais ce radicalisme politique, cette haine qui suinte dans les discours, mais c'est quand même aberrant et c'est quand même désolant. Parce que quand même le peuple sénégalais ne mérite pas ça. Ndeye Fatou, les urgences sont là. Aucun des acteurs politiques, ceux qui étaient candidats lors de la dernière présidentielle, ceux qui l'ont été il y a 60 ans, ne peuvent seuls régler le problème des Sénégalais. Le Sénégal se construira en harmonie et dans l'unité et par tous ses fils, sans aucune exclusivité. Il faut que les gens quand même discutent, il faut que les gens essaient d'enlever les barrières entre eux pour pouvoir discuter et mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Mais Idrissa Seck, il est là dans son coin, Abdoulaye Wade, il est là dans son coin, Macky Sall, lui, pense que non, c'est pas possible, Macky ne peut pas seul développer ce pays. En parlant de Maître Wade, à quoi vous fait penser son jeu assez trouble quand même? Moi, je pense que Maître Wade,
il est quand même, c'est un homme politique, hein. Il a toujours fait de la politique au jeu. Ouais. Mais pour moi, Maître Wade, c'est le problème de son fils, et tout le monde l'a dit depuis lors, c'est le problème de son fils qui le hante. Et ma certitude, c'est que toutes les décisions prises par le président Wade et le PDS, toutes ces positions radicales-là, découlent de la volonté de Karim Wade, qui ne veut pas. Ah oui, c'est Karim qui décide. Mais c'est évident. C'est évident, parce que quand même, Karim, de là-bas, il était candidat du Parti démocratique sénégalais, de là-bas, depuis le Qatar, il est complètement mis à l'écart de la scène politique sénégalaise. Il n'est pas heureux là où il est. C'est un acteur politique qui a une ambition pour son pays. Il ne peut pas laisser son père, qui dirige le plus grand parti de l'opposition, tomber comme ça dans les bras de Macky Sall sans aucune condition. C'est pourquoi je pense que c'est ce qui explique toute cette position radicale du Parti démocratique sénégalais. Mais si je pense que si le dossier de Karim était réglé, il y allait avoir des retrouvailles entre le président Macky. Est-ce que le président Macky va céder à leur exigence? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le président Macky, depuis qu'il est au pouvoir, dans certains conflits politiques, il n'a jamais cédé. Hein. Il est droit dans ses voies. Oui, il n'a jamais cédé, donc je ne pense pas qu'il le fasse aujourd'hui. Maintenant, ce qui est possible, il peut libérer quand même, Khalifa Sall. Maintenant, quelles seront les conditions? Je ne sais pas. Gracié. Oui. Donc, mais quelles seront les conditions? On ne sait pas. On ne sait pas. Derrière cet appel au dialogue, ne soupçonnez-vous pas une nouvelle duperie de la majorité présidentielle qui risque, au nom de ces concertations, faire passer une forfaiture? Ouais, mais en tout cas, ça a toujours été le cas. Vous savez, lorsque le président a choisi l'ambassadeur Nourouba pour des concertations à la veille de la présidentielle, ils avaient fait un document qu'ils avaient livré au président avec des recommandations. Dans ces recommandations, en dehors du parti au pouvoir, tous les autres partis qui avaient pris part à ces concertations ont rejeté le parrainage. Malgré ça, le président Macky a appliqué le parrainage. Voilà des actes qui font que des fois, l'opposition n'a pas confiance. Parce que véritablement, il y a une rupture de confiance entre l'opposition et le pouvoir. Ouais. C'est maintenant au président Macky de prendre de donner des garanties, pour quand même rétablir cette confiance-là entre son opposition, entre l'opposition et le pouvoir. Et c'est ce dialogue-là qui a été initié, je pense qu'il est une occasion rêvée de sa part pour essayer quand même de rapprocher les positions et puis de s'entendre sur l'essentiel. Oui, dans la logique du fast track, le poste de Premier ministre a été supprimé. Cela va-t-il impacter positivement dans le fonctionnement de l'État? Moi, je pense que la suppression du poste de Premier ministre a des dessous politiques dont nous ignorons jusqu'à présent les conséquences et les raisons. Parce que lorsque le président Macky parlait de parrainage, on ne savait pas pourquoi, quels sont ses objectifs. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a donné la liste officielle des candidats, on s'est rendu compte, en fait, l'objectif c'était de minimiser le nombre, de réduire le nombre de candidats de l'opposition pour maximiser ses chances. Je pense que c'est dans l'avenir que nous allons comprendre pourquoi le président Macky a supprimé le poste de Premier ministre. Et puis en renforçant ses prérogatives, le président Macky Sall ne donne-t-il pas l'impression, est-ce qu'il donne même réellement l'impression de faire un dernier mandat? Bon, en renforçant ses prérogatives, il devient un super président. Toujours, de toutes les façons, si on prend comme référence ce qui s'est passé par rapport à ses engagements sur son mandat, si on prend par exemple ce qui s'est passé par rapport à ses engagements sur la liste, sur le nombre de ministres, c'est des engagements qu'il n'avait pas respectés. Mais là, quand même, je pense qu'il n'osera pas quand même aller au-delà de ces deux mandats. Parce que, jamais 203. Non, ça peut créer ça peut avoir des conséquences quand même. Le peuple sénégalais est capable de faire comme ont fait les Algériens et comme ont fait les Soudanais. Donc moi, je l'invite à ne pas jouer avec le feu. Avec ces multi-changements opérés dans l'ordonnancement même institutionnel, n'y a-t-il pas lieu de craindre le spectre du troisième mandat? Non, le troisième mandat, je ne pense pas, des Fatou. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas. Je ne Parce que là, il est en train de tout chambouler. Non, vous savez... À quelle fin? Qui va hériter de ces dossiers? Non, mais moi, je pense... S'il est dans une logique de sortie. Non, moi, je pense que Ndeye Fatou, le président Macky connaît les Sénégalais et il a beaucoup appris depuis qu'il est président de la République. C'est vrai, les Sénégalais trace une limite à toute chose. Le président Macky Abdoulaye Wade, si nous le prenons comme exemple,
de 2000 à 2011, Wade faisait ce qu'il veut. Il faisait ce qu'il voulait. Et à partir de 2011, les choses ont chamboulé. Les Sénégalais disaient, mais écoutez, à un moment donné, mais Wade, est-ce que Ligue Nini? Toujours parce que tout ce qu'il faisait, ça passait. Les gens ne disaient rien, mais en 2011, les Sénégalais sont sortis massivement pour s'opposer à certaines de ces décisions. Le président Macky peut vivre la même situation s'il s'amuse demain, en tout cas à la fin de son mandat, à se présenter à nouveau. Ah oui, en suivant même qui continue à même de foncer dans ce sujet, Benno ne joue-t-il pas sa survie au cours de ce second mandat du président Macky Sall? Moi, ce que j'ai quand même apprécié chez le président Macky Sall, c'est cette propension oui. à montrer à ses alliés, à tout le monde que lui, il est libre, quoi. Il n'est plus sous pression. Beaucoup de ses alliés qui l'ont soutenu à la présidentielle n'arrivent plus à l'avoir. Ils attendent chaque jeudi ou chaque mercredi à être nommés, à relire le conseil des ministres pour voir s'ils seront nommés ou pas. Macky s'est échappé de cette... Il a le contrôle sur tout. Il a le contrôle sur tout et il s'est échappé de ce tutorat politique de Benno Siggil Sénégal. Il décide seul et il prend les décisions qui lui conviennent pour pouvoir mener à bien son deuxième mandat. Donc Benno, depuis quand Benno n'a pas tenu de réunion politique? Depuis avant les élections de la présidentielle. Il a eu à tenir un secrétaire national avec son parti La Paire, mais Benno est là en train de flotter. Récemment, Benno s'est réuni pour harmoniser ses positions avant l'ouverture. Oui, ce sont les députés, je pense. Ce sont les députés, je pense. Et certains leaders, même de Benno. Donc, moi, malgré tout ça, je pense que Wade Macky, voulant introduire la loi sur la suppression du poste de Premier ministre, il s'est dit, écoute, pourquoi ne pas essayer de les recevoir pour arrondir les angles, pour essayer de faire passer la loi. Maintenant que la loi est passée, il est libre. Hein? Macky, il n'est plus sous pression, contrairement à la veille de la présidentielle. Donc vous vous attendez à ce qu'il fasse sauter des têtes? Mais il va, évidemment, il a même déjà commencé, parce qu'il y a certaines décisions. Le départ de son ancien directeur, de son ancien ministre, Boun Abdallah. C'était pas... Premier ministre, directeur de campagne. Directeur de campagne, il s'est fortement investi. On se rappelle le jour de la présidentielle, celui qui est sorti donner un taux pour dire que le président Macky est passé au premier tour. Oui. Il s'est engagé, il s'est battu pour que Macky soit réélu. Il était la tête de liste même de la coalition Benno lors des législatives de 2017. Il s'est battu pour que Macky soit réélu, comme Macky l'avait fait en 2007 pour que Wade soit réélu. Quand il a fallu maintenant le dégager, il l'a fait. Donc, il n'a plus d'état d'âme sur ce point de vue-là. Et les Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, ses alliés de Benno. Bon, maintenant c'est le suspense. Niasse, lui, c'est un vieux renard de la politique. Donc bon, on va renouveler très bientôt le bureau de l'Assemblée nationale. On verra ce qu'il va faire parce que le fast-track également, s'il y croit réellement, le fast-track doit être appliqué au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse responsabiliser les jeunes députés. Pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas avoir un jeune député comme président de l'Assemblée nationale pour que Moustapha Niasse aille se reposer? Parce que quand même, il a vraiment atteint ses limites. Donc il doit partir, laisser la place à la jeunesse. Et c'est ça, ça doit être son souhait à lui. Laisser la place à la jeunesse au niveau de son parti, laisser la place à la jeunesse au niveau de l'Assemblée nationale et sortir enfin par la grande porte. Et pour le cas d'Ousmane Tanor Dieng? Et c'est la même chose. Ousmane Tanor Dieng, c'est la même chose. Lui, ce que les gens s'attendaient de lui, c'est qu'il d'abord soutienne Khalifa Sall pour que Khalifa soit candidat en 2019. Il ne l'a pas fait pour des raisons que nous ignorons, politiques certainement. Le président Macky lui a donné son fromage. Il est en train de gérer. Mais le problème, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi les acteurs politiques ne savent pas prendre du recul. Ils ne sont pas généreux. Mais regardez également ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On voit des gens qui font la politique depuis 30 ans, 40 ans, qui ne passent pas à la jeunesse de leur parti ou du pays. Quand même, Ousmane Tanor Dieng n'a plus rien à prouver sur ce plan-là. Il doit quand même avoir la générosité au moins de voir quelqu'un dans son parti, lui donner la direction du parti et se retirer, prendre la retraite. Ce n'est pas la fin du monde. En tout cas, le signal a été donné à travers le limogeage du ministre de la LD, Khoudia Mbaye. Oui, tout à fait. D'autres têtes vont tomber. D'autres têtes vont tomber, c'est évident, parce que le remaniement, c'est le premier remaniement. Ce qui est certain, c'est qu'avant les élections locales ou après les élections locales, Macky va relifter son gouvernement. Et c'est là, je pense qu'il va mettre son véritable gouvernement pour préparer la présidentielle
pour préparer son dauphin. Son dauphin. À ce stade, n'êtes-vous pas tenté de poser la question à savoir où va le président Macky Sall? Mais c'est la question que tout le monde se pose. Jusque-là, il a caché son jeu. On ne sait pas sur qui il va investir en 2024 pour lui succéder. Son parti n'est pas bien loti dans le gouvernement parce qu'il y a beaucoup de ministres qui sont partis. Donc il a misé sur la jeunesse et sur de nouvelles têtes, de nouveaux responsables de son parti. Oui. Par contre, il a choisi beaucoup de responsables de l'APR au niveau des directions lors de l'avant-dernier conseil des ministres. Mais je pense que après les élections locales, d'ici 2020-2021, le jeu sera plus clair. Étant donné que ces élections locales soient tenues à date échue, puisqu'on parle de report. Non, il va les reporter parce que le président, son objectif, c'est de renforcer sa position à Dakar et dans les grandes villes. Et les élections locales là seront très déterminantes. Oui. C'est pourquoi moi j'invite l'opposition à aller discuter avec lui, essayer d'orienter les décisions qui seront prises pour qu'elles soient favorables au parti de l'opposition. Parce que s'ils font la politique de la chaise vide, le président Macky va dérouler sa stratégie et continuer à faire ce qu'il a toujours fait depuis 2012. Oui, vous parlez tantôt de Dauphinat, mais du point de vue constitutionnel, le président Macky peut se présenter en 2024. Non, je ne le pense pas, parce que quand même, le président... Après le référendum de 2016. Non, la Constitution parle de 2 mandats successifs. 2 mandats de 5 ans. Non. En fait, ceux qui parlent de 5 ou 7 ans, ce sont les arts de l'APR. Mais la Constitution parle de 2 mandats successifs. Le président a fait 2 mandats successifs, c'est fini. C'est fini, il ne peut plus se présenter. Avant de finir, parlons du rappel à Dieu. D'abord, toutes nos condoléances à la communauté musulmane, mouride, mais aussi au Tiantakoun. Nous allons parler du rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune, quelques heures après le verdict du procès du double meurtre de Madinatoul Salam. À votre avis, qu'est-ce qui attend ce dossier judiciaire, la clémence ou l'application de la sentence à tout point de vue? De fait, moi je pense que, vous savez, la justice n'a pas d'état d'âme. On a vécu l'affaire Bibo Bourgi qui a été traînée dans une civière devant le tribunal. Ouais. Il était là couché. Bibo a des familles, il a une épouse, il a des enfants, il a des amis. La justice n'a pas d'état d'âme. Je pense que la décision de justice sera appliquée parce que c'est vrai, on ne sait pas quelles ont été les responsabilités de Cheikh Béthio Thioune. Donc j'en profite pour effectivement présenter mes condoléances à toute la communauté mouride. On ne sait pas quelles ont été ses responsabilités dans cette affaire-là. Mais quand même, il faut également savoir qu'il y a eu mort d'homme. 2 personnes sont mortes, qui ont des enfants, qui ont des parents. Donc la justice a tranché. Ouais. Laissons la justice faire son travail. Maintenant, ce que je ne peux pas manquer de faire, c'est de saluer quand même la grandeur de Cheikh Béthio Thioune. Cheikh Béthio, quand même, ce que j'ai surtout aimé en lui, c'est sa conviction et l'amour qu'il a pour Serigne Saliou. Tout homme doit avoir le même engagement, la même détermination, sans aucun complexe vis-à-vis de son marabout, vis-à-vis de la personne qu'il adore. Cheikh Béthio aime Serigne Saliou, il l'adore et il l'a toujours assumé. Et des fois même tu penses que Cheikh Béthio oublie que même c'est Serigne Touba qui est le père de Serigne Saliou. C'est parce que c'est l'amour qu'il a de Serigne Saliou. Et pour lui, Serigne Saliou était le représentant de Serigne Touba sur terre. L'amour qu'il avait pour Serigne Touba, il l'a transposé sur Cheikh Béthio. Et c'est un exemple de fidélité, c'est un exemple de loyauté. Vraiment, je salue son âme et je renouvelle mes condoléances pour la communauté mouride. Merci beaucoup, Mamadou Moutbane. Je rappelle que vous êtes journaliste, chercheur, écrivain et DIRPUP du quotidien Dakar Times et l'on s'entretenait avec vous dans l'émission Opinion sur Walfadjri. Ndeye Fatou, je vous remercie encore une fois et je remercie tous les téléspectateurs du groupe Walfadjri. Merci. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, Serigne Saliou Keita, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, Ousseynou Sall, Oustaz Hassan Diouf. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.